Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de montrer en fait que cette ségrégation, ce discrimination se forge de façon subtile jusqu'à la discrimination, jusqu'à la configuration des territoires, je dirais, sociaux, où on exclut de façon cachée et parfois même de façon visible les personnes qui nous ressemblent. De toute façon, toutes les personnes humaines sont les mêmes. Mais on y va jusqu'à dire que certains sont moins intelligents que d'autres, certains sont plus beaux que d'autres, chose qui n'est pas vraie, mais tout simplement pour des raisons de rapport de pouvoir. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça porte sur le système éducatif du Québec. Et dans un premier temps, donc, je vais essayer de faire une mise en contexte et montrer en quoi le système éducatif doit jouer un rôle clé dans le maintien de la société, dans la cohésion sociale. Puis, je vais montrer que de façon subtile, cette cohésion peut être remise en question progressivement si on ne fait pas attention. Et à la fin, je vais justifier avec des chiffres et statistiques pour montrer en fait que cette exclusion subtile existe. Et je terminerai par une petite proposition, je dirais, pour réparer cette fracture sociale qui est en train de s'immiscer dans notre société et qui pourrait à un moment donné prendre beaucoup d'envergure sans qu'on s'y attende. Alors donc, le titre que j'ai formulé, c'est Repenser l'équité et la justice sociale en éducation. Quel est l'état des lieux actuels et quelles sont les pistes envisageables? Donc, si vous voulez l'avenir des sociétés contemporaines repose d'abord dans la cohésion entre les membres de la société. Et une société, justement, en est une lorsqu'il y a une cohésion. C'est pas un agrégat d'individus, c'est une société, une communauté se distingue, se définit par la cohésion entre les membres de la société. Et dans la période contemporaine où, justement, les jeunes, je dirais même les adultes, passent plus de temps à l'école que dans la communauté, dans nos bureaux, dans nos lieux où nous faisons nos professions, où nous travaillons, nous passons plus de temps à apprendre et on passe moins de temps dans la communauté, en famille. Et par conséquent, c'est là que devrait se maintenir, que c'est là que devrait se forger davantage la cohésion sociale. Donc, pensez aux jeunes, aux enfants, ils passent. Moi, j'ai évalué le temps que mes enfants passent à la maison, je pense quelques 4 heures en fin de journée. Mais le reste du temps, ils le passent à l'école. Et ça va durer jusqu'à l'âge de 25 ans peut-être. Donc, c'est là que la cohésion sociale doit se forger. C'est là c'est à travers le savoir, les savoir-faire et le savoir-être, ou si vous voulez que je reprenne les termes du système scolaire du Québec, l'instruction, la qualification et l'association, c'est à travers ces principes-là qu'il faut forger la cohésion sociale. Et comme M. Boisvert l'a dit, parfois c'est le contraire. À l'école plutôt, il se passe des mécanismes qui favorisent plutôt la séparation, la ségrégation et la discrimination. Et ceci ne favorise pas justement le maintien de la cohésion sociale. Ça fait une fracture plutôt sociale. Ceci est d'autant plus vrai dans le contexte actuel où les sociétés, les communautés sont de plus en plus éclatées pour diverses raisons. L'exode rural, l'immigration, où il y a tendance les communautés ont tendance à se séparer, les familles qui migrent des milieux ruraux vers les milieux urbains. Bref, il y a toujours un travail de reconstruction des communautés et de la cohésion sociale. Et dans cette perspective, donc, l'école est dédiée à la socialisation et à la fondation de la cohésion sociale entre les jeunes qui sont les citoyens de demain. Nos enfants sont les citoyens de demain. Et si je contexte ici au Québec,
où on a des personnes qui viennent de partout, pas seulement, si on prend Montréal, les gens viennent de partout, pas seulement sur des autres territoires du Québec, mais aussi des autres pays. Et les gens portent des valeurs différentes. Donc, l'école est appelée à reconstituer cette cohésion, à combiner toutes ces valeurs et à éviter qu'il y ait plutôt, comment dirais-je, une segmentation entre les membres de la société. Alors, la cohésion sociale, donc, c'est un processus social qui permet aux membres de la société d'inclure ou d'apprendre, d'intégrer les valeurs communes, de respecter l'ordre social, d'amener tout le monde à participer à la société, mais aussi de bénéficier de la société, d'instaurer l'égalité des chances et le sentiment d'appartenance. C'est un processus plutôt qu'une condition ou un état. Donc, comme il l'a montré, c'est tout un processus. Ce n'est jamais un état final. Pourquoi? Parce que à chaque moment, à chaque étape, il y a toujours des occasions, des pratiques qui favorisent la ségrégation, la discrimination, et il faut toujours être vigilant pour lutter contre ce risque. La cohésion sociale est étroitement liée au principe de démocratisation. Et quand on parle de démocratisation, on parle d'égalité, on parle de fraternité, on parle de justice, de solidarité, on parle de bien-être individuel et social. Et en particulier, la cohésion permet d'assurer la qualité de vie à tous les membres de la société. Donc, alors, en fait, de contribuer à la construction de la cohésion sociale, l'école doit développer auprès des jeunes le sentiment d'appartenance. Et qui dit le sentiment d'appartenance, ça va dans un sens comme dans un autre. Donc, j'appartiens à une communauté, j'appartiens à la société, mais la société ou la communauté m'appartient aussi. Donc, ça va dans un sens comme dans l'autre. Autrement dit, je contribue au développement, au bien-être de la société, mais la société contribue à mon bien-être aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, alors la cohésion sociale, c'est le sentiment d'appartenance, et l'école doit favoriser le sentiment d'appartenance, doit développer la bienveillance, doit donner les compétences, la fiabilité, l'honnêteté, mais elle doit favoriser aussi la coopération, la volonté des membres d'atteindre des objectifs communs. Et la coopération, elle est caractérisée par la volonté de s'impliquer, de participer, d'aider, d'encourager les autres, même ceux qui sont faibles, ceux qui ont des besoins. Mais parfois, on dit les faiblesses, mais c'est plutôt un besoin qu'il faut combler. Donc, en conclusion partielle, on pourrait dire que le rôle de l'école dans la société contemporaine, comme je vous l'ai dit, les jeunes passent plus de temps, et même les adultes, en milieu scolaire, le milieu professionnel étant devenu pratiquement un milieu d'apprentissage aussi bien que d'exercer un métier. Et le rôle dans la construction de la cohésion sociale est donc crucial. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une cohésion sociale en milieu scolaire. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que moi j'ai vécu aussi en milieu scolaire. Bon, pas tout le temps, il y a des moments où je vivais des exclusions, parfois cachées, parfois ouvertes. Donc, si on veut que la société de demain soit cohésive, qu'elle se maintienne et qu'elle profite à tout le monde, il faut que l'école même soit une base, soit un noyau de cette construction, de cette cohésion sociale. Alors, après ces généralités, on peut se poser la question suivante. Qu'en est-il au Québec? Oui, le Québec, c'est une bonne société. Oui, il y a une cohésion sociale par rapport à d'autres sociétés qui se comparent, se consolent. On connaît aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, ces derniers temps, on a connu pas mal de sociétés où il y a des violences, où il y a des discriminations fabriquées, forgées, occasionnellement, ça se justifie et ça devient normal, légitime qu'on supprime la vie de certaines personnes. Alors au Québec,
on va dire, même s'il y a parfois des incendies à Montréal, nord, Montréal noir, parfois les gens disent, des façons d'exclure les gens, excusez-moi de ces termes-là. Côte des Neiges, quand je suis arrivé à Montréal, on m'avait dit, j'habitais pas loin d'ici, les gens disaient Côte des Nègres. Ah ouais, des petites ségrégations subtiles comme ça, pour dire, en fait, c'est pour dire, à Côte des Neiges, j'habite davantage des gens qui viennent d'ailleurs. Des petits mots comme ça, parfois sont des petites blagues, mais qui favorisent la ségrégation. Alors, qu'en est-il du Québec? Qu'on peut dire quand même qu'il y a davantage de cohésion sociale, ça il faut le reconnaître. La situation est plutôt mitigée. Mitigée dans la mesure où le système éducatif, où la société est vraiment guidée de façon officielle, de façon reconnue et de façon répétée par des principes démocratiques, par des principes de cohésion sociale. Ça, je ne peux pas le nier. C'est pas une société que je vais quitter du jour au lendemain. C'est plus meilleur qu'ailleurs, dirait Jean Chrétien dans son jargon quand il disait « on est le plus meilleur dans le monde ». Donc, c'est meilleur. Mais attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas parfait. Donc, le système scolaire, le système sociétal est guidé par les principes de démocratie, l'égalité, la justice, l'équité, l'inclusion. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'en parler. Ailleurs, les gens n'ont pas besoin, n'ont pas le droit ni l'espace pour en parler. Nous avons l'espace de parler, de revendiquer qu'il y ait plus d'égalité, de justice, d'équité. Donc, nous pouvons nous en féliciter et aller de l'avant parce que nous avons cette opportunité. Ceci pour dire que je ne suis pas vraiment insatisfait ni militant, mais je me dis qu'il faut aller en avant, progresser. Mais dans les faits, donc, même si ces principes-là existent et qu'ils sont mis en pratique, le système ici au Québec, le système sociétal et le système scolaire, c'est un système à 3 vitesses, on dirait même à multiples vitesses. À multiples vitesses parce qu'on est de plus en plus en présence d'une société stratifiée, d'un système scolaire stratifié, les deux hiérarchisés, segmentés, de façon subtile, on le voit venir. D'où vient cette stratification? Cette stratification, cette segmentation, ces inégalités, à l'origine de ça se trouve la concurrence. C'est normal. Même dans une famille, entre les enfants, il y a une concurrence. On veut plaire à ses parents. Mais quand la concurrence devient accentuée, là, ça peut devenir plutôt, comment dirais-je, ça peut nuire à la cohésion, justement. Et cette concurrence amène généralement à la séparation, à la distinction. Et la distinction en arrive à la ségrégation, parfois cachée, subtile, qui a un moment ou un autre, si on ne fait pas attention, peut devenir une discrimination, une exclusion, et ça conduit parfois même à des guerres, à des tueries, à des massacres. Parfois, les génocides, par exemple, que moi j'ai vécu, tu vois ça venir tranquillement. Tranquillement. Ah, ses cheveux ont une texture, son nez comme ça grande tranquillement, jusqu'au moment où on va dire, ah ben, ceux qui sont grands ou ceux qui sont petits sont moins intelligents que les autres, et vice-versa. Ceux qui ont telle peau, c'est des choses qui se développent comme ça. Donc, ça commence par la concurrence pour les biens, pour disons, les richesses, les rapports de pouvoir, puis la séparation, puis à la fin, si on ne fait pas attention, il y a une séparation. Alors, qu'en est-il de notre système scolaire, justement, où on trouve de la concurrence entre les communautés, entre les établissements, une séparation des élèves, des petites ségrégations subtiles, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, notre système, et ça, peut-être que le ministre de l'Éducation actuel ne serait pas d'accord avec moi, mais justement, on est en train de lutter. Je pense que nous sommes en train d'écrire un article. Il y a une collègue qui a rédigé un article où nous devons intervenir tous pour dire oui, le système à plusieurs vitesses existe, monsieur le ministre. Ici, on peut le dire. Ailleurs, on ne le dirait même pas. Mais ici, on va le dire. Donc, un système à plusieurs vitesses que j'essaie de comparer à un train à plusieurs wagons où vous avez en avant le programme d'éducation internationale privé, donc ceux qui vont plus vite, ceux qui vont apprendre les meilleures places dans la société, une séparation,
Puis derrière eux, le programme d'éducation internationale dans les établissements publics. Puis en arrière, le reste, le public est régulier ou ordinaire. Donc, on va dire le niveau le plus bas. Donc, il y a une petite séparation. Et cette séparation qui s'effectue à l'école a des effets par la suite dans la société. Donc, si vous fréquentez un public régulier, il ne faut pas vous imaginer ou rêver d'habiter un jour à Westmont, ou devenir comptable, ou devenir médecin, ou aller à la faculté de droit, ou être professeur d'université. C'est rare, ça, et je vais le montrer. Donc, et là, il y a une séparation, il y a une segmentation, et une hiérarchisation, et il n'y a pas de cohésion sociale. Alors, quand disent les chiffres, non, quelqu'un pourrait dire, mais vous êtes en train de spéculer, mais il y a des chiffres qui témoignent, qui illustrent, qui documentent ça. Donc, ici, selon les données que j'ai utilisées récemment, ça montre que les élèves qui fréquentent l'école privée, à l'âge de 22 ans, 60% ont déjà fréquenté l'université et même ont un diplôme. Ceci n'est le cas que pour seulement 15% de ceux qui ont fréquenté le public offrant des programmes exclusivement ordinaires. Si vous regardez le cégep, des différences sont là. Donc, ça voudrait... Alors, ces données sont tirées de Statistique Canada, mais moi, je me t'ai dit, c'est peut-être un hasard. On ne faut pas toujours avoir confiance aux enquêtes, c'est une probabilité. Plus tard, on a eu des données qui sont venues du ministère avec un échantillon plus gros, peut-être 4 fois, sinon 5 fois plus grand. Ça donne relativement les mêmes chiffres. Donc, les jeunes, les élèves ayant fréquenté l'école privée sont beaucoup plus susceptibles, ont plus de chances de pousser les études au cégep et à l'université, et inversement, ceux du programme régulier au public, c'est vraiment bon. On pourrait peut-être me dire, mais ceux qui ont fréquenté l'école publique avec des programmes réguliers iront là-bas plus tard. Non, c'est le contraire. Ce sont les jeunes qui viennent des milieux favorisés, qui ont fréquenté le privé, qui vont toujours rattraper le retard quand ils en ont un. Alors, où se trouve la ségrégation, où se trouve le problème de cohésion? Il est ici. Donc, si on... Je pense que si je fais comme ça, est-ce que c'est visible ça? Oui? OK. Donc, j'ai essayé de voir c'est quoi le profil des élèves qui fréquentent l'école privée, publique enrichie, etc. Donc, composition de ces élèves-là selon le revenu familial. Donc, dans la composition de notre échantillon, on va dire 30% venaient, les familles ayant un revenu élevé constituaient 30% de l'échantillon. Mais si on va dans l'école privée, leurs enfants constituent presque la moitié de ces établissements-là. À l'inverse, ceux dont les parents avaient un revenu faible, constitué dans l'échantillon ou dans la population, 25%, mais dans les écoles privées, sont relativement moins nombreux par rapport à ce qui sont dans la communauté. Donc, il y a une surreprésentation dans les établissements privés et dans les programmes archés des élèves qui viennent des milieux, je dirais, aisés. Donc, c'est là qu'on pourrait dire l'école privée est en train d'être colonisée davantage par ceux qui viennent des milieux riches, pendant que les autres sont délaissés, sont, comment dirais-je, placés on pourrait dire, dans une sorte de ghetto, d'après le jargon de certains sociologues. Ici, lorsqu'on essaie d'examiner le profil des élèves selon la scolarité de leurs parents, on constate que 14% de l'échantillon viennent des familles
dont les parents ont fait des études universitaires. Mais dans les établissements privés, ils constituent 50%. Donc, il y a une surreprésentation, encore une fois, de ces établissements sélectifs des enfants, une surreprésentation, on va dire, pour utiliser notre jargon, il y a une colonisation de cet espace social, il y a donc une ségrégation, et certains sociologues, surtout français, parleront d'évitement. Pourquoi les élèves venant des milieux favorisés vont-ils davantage dans les écoles privées? Oui, c'est la qualité d'encadrement. Oui, c'est, comment dirais-je, c'est pour aller mieux apprendre, mais en quelque sorte aussi, c'est un évitement. C'est pour aller chercher ce qui leur ressemble davantage. Parfois, c'est un évitement sur le plan socio-économique, sur le plan ethnique. C'est pour éviter ce qui ne nous ressemble pas. Donc, alors, cette segmentation, cette ségrégation, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, conduit à un effet sur le destin social. Bon, alors, si je réunis tout ça, tout ce que je viens de dire, l'environnement social dans lequel nous naissons, où un élève naît, influe sur l'école publique qu'on est susceptible de fréquenter. Alors, si je compare les jeunes issus de milieux favorisés, donc on va dire moyen et supérieur versus favorisés, donc moyen, supérieur versus inférieur ou défavorisés, ils ont plus de chances de fréquenter une école privée offrant des programmes réguliers, donc les programmes officiels, mais où l'encadrement est plus serré, plutôt que d'aller dans les programmes ordinaires publics. Ils ont davantage plus de chances de fréquenter une école privée avec des programmes enrichis ou publics avec des programmes enrichis aussi, donc on va aussi tirer vers le haut. Et ceci, le fait de fréquenter ces établissements, justement, accroît la probabilité, l'opportunité d'être sélectionné, d'être admis dans un cégep. La situation est plus accentuée, évidemment, même après le cégep. Ces jeunes-là sont plus susceptibles d'aller à l'université. Et les données que nous utilisons, évidemment, pour des raisons, je pense, pour anonymiser les données, j'ai pas eu la chance de savoir qui fréquente, quelle faculté, quelle filière, qui va en droit, qui va en médecine. Ça, on a essayé, non, impossible. Pourquoi? Parce que ça sortirait des situations scandaleuses où il y a vraiment, de toute façon, mais on le sait de façon empirique, 80% des enfants qui fréquentent les facultés de médecine, de pharmacie, sont des enfants de médecins. Et même quand les jeunes, ça je l'ai appris, même quand on a une bonne cotère, il y a des entrevues pour éliminer ceux qui ne ressemblent pas, justement, qui n'ont pas un profil de devenir médecin, pharmacien. Ouais, ça. Il y a un témoignage d'ailleurs d'une étudiante qui était en droit qui nous a documenté un peu sur cet aspect-là. Alors, si je retourne à la cohésion sociale, je dirais que la structure stratifiée de l'offre scolaire entre les établissements et au sein des établissements favorise la reproduction sociale des inégalités via les différences d'apprentissage, d'aspiration et finalement d'accès à l'université. Il y a donc une homogénéisation, une segmentation, une homogénéisation des entités sociales en milieu scolaire. Et ceci, donc, ça a des effets inversés sur l'appartenance sociale. Donc, à un moment donné, on appartient à un groupe socio-économique et même ethnique donné, puis on n'appartient pas à tel autre. Donc, il y a une ségrégation, il y a une séparation. Donc, il y a un sentiment, ça a des effets sur le sentiment de confiance entre des élèves, des jeunes qui viennent des milieux différents, des milieux autochtones, des milieux des communautés ethniques d'origine migrants, les anglophones, les francophones, bref, les riches et les pauvres. Et ça affecte le sentiment, le sens de la coopération, et du vivre ensemble.
Donc, la structure du système actuel favorise la production des inégalités sociales dans l'enseignement supérieur, vers l'enseignement supérieur, mais aussi au sein de l'enseignement supérieur même. Alors, ceci semble très paradoxal parce que d'un côté, il y a des principes de démocratie, la gratuité, la justice qui sont vraiment affirmés. Mais de l'autre côté, il y a des rapports de pouvoir, de séparation, de ségrégation qui s'immiscent, qui fait que la situation est mitigée, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, alors une réflexion s'impose pour concilier cette différenciation, cette diversité sociale avec la mixité sociale, avec la cohésion sociale. Alors, quelles sont les solutions qui seraient envisageables? Je vais vraiment, c'est pas, je ne développe pas ça beaucoup. Il y a une association ou un mouvement qui s'appelle École Ensemble et qui propose que l'école a une mission d'animer un espace de réflexion et de mobilisation pour avoir un système éducatif équitable et cohésif. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'avenir immédiat? Il faut favoriser la mixité sociale et scolaire. Donc, ne pas chercher à séparer les élèves selon leurs performances scolaires, qui finalement, derrière cette mixité, cette séparation scolaire, s'immisce la séparation sociale, ethnique. Combiner l'intérêt public, l'intérêt des écoles publiques et l'intérêt des écoles privées. Donc, favoriser des parcours archi pour tous. Autrement dit, alors, il faudrait que les élèves soient poussés à fréquenter des écoles à proximité, les écoles de quartier, où il y aurait une mixité sociale sur le plan ethnique et socio-économique. Il faudrait qu'il y ait un réseau commun qui mettra l'école à l'abri du marché, des choix scolaires qui favorisent la ségrégation cachée. Alors, vous allez dire, mais comment que ça peut fonctionner? En fait, on revient à l'école, au système que proposait la commission parents. C'est l'école où, c'est le système où coexistent les écoles privées, financées à 100% par l'État, sauf les écoles non conventionnées, et où l'admission ne se fait pas sur la base de sélection sur quelques critères que ce soit. Donc, une école privée qui est en fait non seulement qui est sur comment dire, l'école privée ne le saurait que sur le plan juridique et sur le plan de la gestion, je dirais, interne. Donc, ce serait une école privée que l'on pourrait dire qui fonctionne de la même manière au plan de la fréquentation qu'est l'école publique.